Bon, on est rassuré de voir que dans le Metaverse, il y a du monde au bar. Donc ça, c'est plutôt rassurant sur le fait que on ne perd pas les fondamentaux. On va continuer de parler du Metaverse comme nouvelle frontière et comme source d'opportunités incroyables pour tout ce que la création française compte de meilleur en termes d'IP, d'œuvres, de culture. On a trois magnifiques speakers pour nous parler de ça. Alors, messieurs, même punition, on va faire un petit tour de table pour faire un petit tour de parole sur qui vous êtes et quel est aujourd'hui, en 2022, l'angle à la fois que vous avez en tant qu'entrepreneur, en tant que décideur des industries créatives, et partager ce que vous pouvez nous partager sur la manière dont vos compagnies investissent le champ et le sujet. Elisha. Par ailleurs, toi, je sais que c'est un sujet, les sujets Metaverse, Web3, etc., sur lequel tu es un des meilleurs sachants de la place, au-delà de ce que tu fais avec MK2, mais on te laisse nous raconter tout ça. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas si je suis l'un des meilleurs sachants et je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses particulièrement intéressantes qui ont été dites, donc je vais essayer de ne pas être répétitif. Pour me présenter, je suis Elisha Karmitch, je suis le directeur général du groupe de cinéma MK2. Donc nous, on travaille dans une industrie qui maintenant est en train de devenir une industrie ancienne, souvent perçue parfois comme très ringarde ces dernières années, ou en tout cas ringardisée par des nouvelles pratiques. Cela étant, on voit que le cinéma reste quand même l'un des éléments qui, en termes de culturel, a un impact équivalent aussi à celui de la musique, où parfois une œuvre a cette potentiel d'universalité qui fait que tout d'un coup elle peut changer des mentalités, inspirer des vocations. On a, dans nos aventures de diversification, on s'est énormément intéressé à la réalité virtuelle, qui nous a permis aussi de rencontrer pas mal d'interlocuteurs qui sont là ici depuis longtemps. On a ouvert l'une des premières salles de réalité virtuelle en Europe qui s'appelait MK2VR. Et c'est vrai que déjà à cette époque-là, on a fait beaucoup d'évangélisation et en fait les mêmes interrogations, les mêmes questions se posaient, celle du rapport entre le réel et le virtuel, celle de savoir quelle était l'intensité entre les deux, si l'un était au détriment de l'autre. Donc on a déjà beaucoup travaillé sur ces questions-là. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ces questions ont évolué. On ne revient pas en arrière sur les questions qu'on avait en 2015, en 2016. Donc c'est déjà très satisfaisant. Et aujourd'hui, pour pas vous assommer avec ce qu'on a déjà fait, je pense que si ça vous intéresse, vous trouverez beaucoup d'informations là-dessus. Ce dont je peux vous parler, c'est quand on a vu, évidemment, toutes nos équipes qui ont beaucoup travaillé dans la VR se sont tout de suite plongées dans les metaverses, dans le monde du Web3, dans celui des NFT, dans celui des cryptos. Et évidemment, la question se pose de comment est-ce qu'on peut le traduire au niveau de l'entreprise. Ce qu'on a assez vite identifié, c'est que, on parlait de souveraineté tout à l'heure, je crois que l'enjeu derrière la souveraineté, c'est qu'aujourd'hui, on le subit tous, on est dans un Internet qu'on peut qualifier d'Internet à péage. Aujourd'hui, tout notre accès à l'Internet est structuré par un filtre qui est souvent celui de Google ou celui d'Instagram. Ces organisations qui se sont créées il n'y a pas si longtemps que ça sont devenues les plus grandes organisations mondiales et ont des modèles économiques qui sont quasiment entièrement basés sur la publicité, les liens hypertextes pour Google et la vente d'attention pour Facebook, avec toutes les problématiques que ça soulève. Nous, l'opportunité d'abord presque politique qu'on a vue dans les Web3 et dans l'arrivée des métavers, c'est l'idée que peut-être, aujourd'hui, on est en effet à l'origine de quelque chose où on pourrait peut-être sortir de cet Internet à péage, ou en tout cas lui laisser une part de domination qui est moindre que celle qu'elle a aujourd'hui. Et je pense que ça serait souhaitable à tous les niveaux, qu'ils soient sociaux, politiques, économiques, et que l'hégémonie telle qu'on la vit aujourd'hui n'est pas quelque chose de viable, en tout cas de souhaitable pour les années à venir, et qu'on a peut-être une opportunité unique de le challenger. Je crois que c'est l'une des raisons qui pousse aussi Facebook à y investir autant, c'est que ces évolutions technologiques sont à la fois une opportunité mais aussi une menace sur leur modèle économique. Et je crois qu'ils l'ont anticipé, ils l'ont perçu très tôt et qu'ils ont voulu à la fois accompagner l'innovation et puis essayer de répondre à cette menace en la transformant en opportunité. Et après, il faut quand même saluer depuis des années les investissements qu'ils font dans ce secteur qui sont aussi les moteurs de la création.
Ensuite, pour finir sur ces points-là, je pense que nous, ce qu'on a vu comme entreprise, c'est qu'on a vu dans toutes les conversations et dans toutes les initiatives qu'il y a eu depuis les 2 dernières années qu'il y avait un nouveau mode de conversation qui s'était engagé avec les clients. Et ce qu'on voit qu'on peut tout de suite appliquer, même sans les metaverse, à nos logiques d'entreprise, c'est que le marketing est en train d'entièrement changer avec ces technologies-là. Les mécaniques qui consistent à engager, mais pas engager comme on le fait aujourd'hui dans le Web 2, à savoir que le like et le partage ne sont pas un engagement dans le metaverse. Donc s'engager avec des communautés qui sont vraiment participatives. Aujourd'hui, il y a un mot qui va être très structurant dans les années à venir, qui est celui de DAO, qui est la possibilité de mettre en place des organisations décentralisées avec de la prise de décision. Donc on voit revenir des sujets, notamment dans notre secteur, celui de questionnement autour du financement du cinéma. Je pense par ailleurs que quand on parle de financement, on parle en réalité aujourd'hui de crowdfunding, et pour beaucoup d'industries culturelles, le crowdfunding peut être un outil, mais pas forcément un alpha et un oméga, puisque dans beaucoup de nos secteurs, et notamment dans le cinéma, le fond de la création reste quand même dans une relation entre un producteur et un réalisateur, avec l'envie d'exprimer une singularité, et que le crowdfunding n'a pas non plus amélioré la qualité des œuvres significativement depuis 30 ans en y impliquant les communautés, mais il y a quand même d'autres formes d'engagement possibles. Et c'est vrai que très vite, on voit aussi dans un nouveau réseau social qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années comme Discord, qu'il est l'inverse de ce que sont les autres réseaux sociaux. On voit que dans Discord, on n'a pas de logique de flux, on va vers l'information. On voit qu'on a déjà des logiques de gamification qui sont intégrées et qui sont partie prenante du développement de ces plateformes. Et on voit surtout que en fait, les membres de ces communautés deviennent parfois des membres de ces organisations, en deviennent des éléments qui sont totalement structurants, et qu'en effet, il y a un rapport qui est déverticalisé pour devenir plus horizontal entre les créateurs et ses membres, qui est extrêmement intéressant. Et nous, l'un des derniers points qui nous intéresse beaucoup aussi dans ces évolutions-là, c'est qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de nouvelles micro-communautés en train de se créer, et que c'est aussi les interactions, les interopérabilités entre des micro-communautés où on a moins de clients, plus engagés, qui sont eux-mêmes chacun des représentants presque de la marque, et que tous ces éléments-là nous ont amené, nous, à changer entièrement certaines de nos méthodes marketing. Pour finir et prendre un exemple concret, on organise un événement qui s'appelle Cinéma Paradiso, qui est une de nos licences, qui est celle certainement qui a le plus de potentiel dans les metaverses. Et on avait l'habitude, aujourd'hui c'est un événement qui se déroule dans la cour carrée du Louvre et qui est un événement gratuit. Donc avant, dans on va dire, le monde du Web 2, on organisait des logiques de drop pour les billets. Donc on disait les billets vont être disponibles à telle heure, à tel moment, et on organisait de la rareté, de la frustration. La frustration générait des retours sur les réseaux sociaux, ces retours sur les réseaux sociaux généraient de la notoriété. Est-ce que c'était vraiment sympa pour les clients? Honnêtement, non. On avait 100 000 personnes qui venaient se battre pour 15 000 places, les gens parlaient de nous, mais à un moment, on avait surtout créé beaucoup de frustration. Et bien là, par l'impulsion de ce qu'on a vu se faire dans les metaverses, on a changé de mécanique pour passer dans des mécaniques de loterie. La mécanique de loterie, c'est celle dans le monde notamment des NFT qui est à l'œuvre. Donc c'est vrai qu'il y a des définitions, qu'il y a des passerelles à mettre en œuvre, mais on a aussi toute une série de technologies qui sont en train d'être poussées toutes ensemble. Et je crois, pour l'avoir vécu dans la réalité virtuelle, où il nous manquait une grosse partie des technologies qu'on a aujourd'hui, ou en tout cas pas accessibles telles qu'on l'avait, que c'est l'ensemble du lien entre ces technologies qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment au moment d'opportunité, qu'on n'est ni trop tôt, ni trop tard, mais qu'il est en effet temps de bâtir des outils qui nous permettent de garantir notre indépendance. Merci Elisha. Alors Julien, toi, tu as un job particulièrement inspirant et challenging, qui est d'être le berger, le gardien d'un trésor de propriété intellectuelle de la French Touch, qui historiquement sont passés de la case de BD à la série d'animation, du jeu vidéo au parc d'attractions. Donc cette transversalité de la création et du personnage, elle est au cœur de l'histoire de Média Participation. Ces métaverses, ces nouvelles itérations technologiques, pour toi, qu'est-ce que ça représente pour les IP du groupe? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est, encore une fois, une corde de plus à l'arc de la transversalité des IP? Est-ce que c'est quelque chose de complètement game changer? Quelle est ta vision là-dessus? Eh bien, ma vision, elle est effectivement que c'est d'abord une étape de plus dans la stratégie de diversification. Alors, pardon, du coup, j'ai fait l'intro, mais peut-être tu peux non, mais t'as hyper bien, dire un mot sur Média Participation. T'as hyper bien résumé. Donc, globalement, on vient du papier. Média Participation, c'est pas très connu. Mais si je vous parle de Lucky Luke, si je vous parle de Gaston Lagaffe, si je vous parle de Naruto, des romans de Jean-Paul Dubois,
je pense que vous aurez tous lu l'une de nos créations. Les livres de cuisine de confinement de les Cyril livres de Lignac, cuisine qui ont quand même sauvé une bonne partie de la population française du breakdown. On en a quelques-uns, on a un catalogue de dizaines de milliers de titres, on a 4000 IP dans le groupe, et c'est vrai qu'on se définit plus comme des raconteurs d'histoires que comme des éditeurs. Et dès lors, ça ouvre la porte à toutes les révolutions internes, puisque à partir du moment où on est raconteur d'histoire, on a l'humilité de ne pas savoir comment on racontera les histoires demain au public de demain. Et c'est comme ça qu'on s'est diversifié dans l'animation. Vous avez certainement vu les dessins animés de Tintin, de Babar, voilà, ou plus récemment de Yakari. Et vous avez sans doute joué à nos jeux vidéo. Stéphane Longard, le patron de Microids, qui est dans la salle, a marqué une évolution importante aussi de nos activités dans ce domaine-là. Et on est même allé jusqu'à ouvrir un parc d'attractions dans le sud de la France. Je fais ma petite pub parce qu'il va commencer à faire beau. Je sais que les trains pour Avignon sont pris d'assaut, donc prenez le temps d'aller à Monteux, c'est très chouette, vous passerez un bon moment. On a planté des arbres, il y a de l'eau, c'est très rafraîchissant. Donc oui, effectivement, cette irruption du métavers, c'est une double révolution, je crois. C'est l'occasion de raconter des histoires différemment, et il y a un mot qui a été beaucoup évoqué, c'est celui de prolonger l'expérience et d'ajouter quelque chose au réel, à la fois en termes de sensations, à la fois aussi en termes d'ouverture. C'est vrai que créer des événements qui ont toujours lieu à Paris, pour quelqu'un qui est né en province comme moi, ça touche une corde sensible. Donc on a envie de les ouvrir. Donc c'est une opportunité formidable. Une opportunité qu'on saisit déjà. Évidemment, Stéphane travaille sur des extensions de ses jeux vidéo, notamment Siberia et Black Sad, et avec Meta, pour les prolonger et pour ajouter quelque chose de plus. On travaille pour notre parc Spirou, parce que quand... je ne sais pas si vous êtes... J'imagine que vous êtes tous allés voir l'expérience Notre-Dame, dont Média Participation est l'un des actionnaires. Et donc, c'est vrai que ça nous inspire beaucoup dans la création de nouveaux types d'attractions pour notre parc, attractions qui, demain, pourront être prolongées à domicile et auxquelles on pourra accéder sans aller jusqu'à Avignon. Donc, c'est quelque chose d'absolument intéressant. Évidemment, on pourra vivre enfin les aventures de l'Argo Winch, je l'espère, dans toutes leurs dimensions. Donc pour nous, c'est vraiment un storytelling supplémentaire, mais c'est aussi quelque chose qui a été dit, une nouvelle manière... Attention au Peggy, du coup, ça, sur certaines aventures de l'Argo Winch. Oui, il va falloir faire très très attention. Et c'est aussi, je crois, une nouvelle manière de s'adresser à notre public. Parce que c'est vrai que le web avait déjà changé ça, mais... vous savez, quand on est éditeur ou quand on est producteur, il y a toujours un intermédiaire entre nous et le consommateur final. Et c'est vrai que plus que jamais, il faut qu'on apprenne à s'intéresser à eux directement. Et on a une de nos filiales qui s'appelle ADN, Anime Digital Network. Ceux qui ont des ados chez eux ou qui sont des fans d'animé, parce qu'on a le droit de l'être, un vieux fan d'animé de manga sont sûrement des abonnés. Et ça fait déjà quelque temps qu'on fait des festivals virtuels et qu'on n'attend pas la Japan Expo pour réunir les otaku. Ça marche très bien, et c'est vrai qu'on a un groupe projet qui travaille là-dessus parce qu'on a très envie d'avoir en simultrade le dernier long métrage de One Piece ou un autre qui puisse être diffusé à une communauté virtuelle au même moment. Donc voilà, je dirais que c'est une révolution de storytelling, de contenu, et aussi une révolution de marketing, comme tu l'as souligné, Elisha. Alors Jonathan, comme tout le monde ici, toi, tu as un profil complètement alien et extraordinaire, puisque à la fois dans un label familial qui a là aussi à peu près tous changé nos vies et rendu nos vies meilleures, et en même temps très passionné de tech aussi, donc French Touch et French Tech, ça te parle. Et aujourd'hui, tu as fondé une entreprise qui est un peu le one-stop shop du Metaverse, avec énormément d'enjeux et de briques de la proposition de valeur du Metaverse. Il faut que tu nous racontes tout ça. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, donc historiquement, Scorpion Music, qui est le label que mon père a créé en 1974, va bientôt fêter ses 50 ans. Et c'est là où j'ai commencé ma carrière, en 2001. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était extrêmement inspirant, qui m'a appris un métier passionnant, qui est celui de producteur et d'éditeur de musique, et la puissance en fait de la créativité. Et c'était également quelqu'un d'extrêmement curieux et qui s'informait tout le temps des dernières technologies. Et quand j'ai commencé chez Scorpion, il m'a dit « Jonathan, assieds-toi,
raconte-moi, c'est quoi les MP3? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la musique digitale? Comment ça va changer notre industrie? Et c'est un peu lui qui m'a poussé à m'intéresser à ça. Donc, depuis 20 ans, je programme. Je me suis formé, auto-formé au computer science. J'ai appris une vingtaine de langages. Et c'est vraiment cette intersection entre la technologie et la créativité qui anime le projet Stage 11, qui est très récent finalement, parce qu'on a commencé en 2020 avec le premier confinement. Et la mission dès le départ, c'est de se dire, OK, il y a des technologies de rupture qui arrivent à maturité, qui arrivent notamment issues du jeu vidéo, comme les moteurs de jeu en 3D temps réel photoréaliste, les progrès des cartes graphiques qui savent faire des renderings réalistes, des technologies qui viennent également de la blockchain, qui permettent de changer profondément la manière dont tu produis ce genre de création. Et donc notre mission, c'était de mettre ensemble des créateurs passionnés et des techniciens à la pointe du progrès pour essayer de défricher ce nouvel univers qui s'offre à nous. Et donc, création toute récente, on a 2 missions, on a 2 casquettes. On construit une plateforme où on va aller chercher les briques technologiques les plus avancées possibles, notamment pour avoir cette promesse d'un metaverse qui va être réaliste, qui va avoir des avatars et des décors qui sont finalement l'incarnation de la vision de ce que devrait être le metaverse demain, et donc clairement cutting edge. Et défricher comment ces technologies seraient appliquées pour créer des histoires, raconter des histoires qui vont passionner un public. La clé étant l'interactivité, l'immersion. Parce qu'il se passe quelque chose lorsqu'on est au contrôle des manettes, lorsqu'on peut contrôler où on regarde, et ça impose de repenser tout le processus de création pour faire en sorte que l'utilisateur, le fan, le joueur qui est à l'intérieur de cette création ait un maximum d'impact émotionnel. Donc voilà, Stage 11. Merci Jonathan. Elisha, on parle de vision et de nouvelle génération et de nouveaux usages. On n'est pas là pour tenir un discours anxiogène, mais c'est vrai qu'on se pose la question de la salle de cinéma quand même, si on tire le trait à 10 ans. Alors MK2, c'est une réflexion, je dirais, vous n'avez pas attendu les éléments contextuels adverses du Covid pour réfléchir à ce sujet. Et je pense que vous avez notamment, alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'hôtel Paradiso, c'est probablement un des endroits les plus cool de Paris, si ce n'est le plus cool, en termes de richesse d'expérience, de transversalité, de valeurs sous-jacentes aussi, de contenu, de techno, de produits en circuit court, avec des collabs avec les plus belles marques de mode, notamment celle que je porte et qui est représentée par son CEO Nicolas aujourd'hui. Donc ça c'est un élément de réponse. Est-ce que pour toi, le metaverse, par ailleurs, tu l'as dit, expérimenté dans le domaine de la VR depuis longtemps, est-ce que pour toi, le metaverse peut être une des lumières au bout du chemin pour la manière dont on montre les films ? J'en sais strictement rien. Et honnêtement, si je vous disais que je sais ce que va être le cinéma ou l'industrie des cinémas dans 10 ans, je peux vous raconter des histoires, mais la vérité, c'est que j'en sais rien. Et que si vous voyez des gens qui vous racontent ça, normalement, ils vous mentent. Mais est-ce que tu as envie d'expérimenter des choses là-dessus ? Bien sûr. Par contre, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui beaucoup d'idées et de projets qui sont sur la table, qui sont en cours de développement et de réalisation, où on voit que par la porte, le cinéma actuellement est en train d'entièrement changer. Les pratiques culturelles sont en train d'entièrement changer. Si on le prend par un petit bout, ce qu'on constate, surtout dans le type de cinéma qu'on défend nous aujourd'hui, c'est que les gens, dans leur pratique de leur sortie, ont envie d'aller à des événements. La pratique du cinéma où finalement je ne savais pas quoi faire ce soir et puis je décide à la dernière minute d'aller au cinéma, je ne sais pas tellement ce qu'il y a dans la salle, mais je vais occuper 2 heures de cette manière-là. Ce genre de pratique-là, en particulier à Paris, est en train de se perdre. Et à Paris, c'était quand même vraiment important. Le consommateur occasionnel qui passait devant une salle et qui rentrait, c'était une part très importante. Donc, pour créer événement, finalement, tous les outils qu'on peut avoir qui, en effet, vont augmenter les expériences, nous intéressent. Il y a des outils sur site, mais évidemment, pour nous, les enjeux, c'est on vend dans le cinéma des billets qui, en France, sont à un prix moyen de 6,50 €, où vous allez dans une salle qui souvent a coûté entre 10 et 30 millions à créer, où vous allez voir un film qui parfois a coûté 200 millions à produire.
Donc il faut quand même se rendre compte de la chaîne industrielle qu'il y a derrière pour finalement, en plus que vous puissiez sortir de la salle en pensant que le cinéma est trop cher, ce qui est souvent le cas. Et donc, pour nous, l'un des enjeux, c'est de continuer, et nos enjeux actuellement dans le cinéma sont beaucoup des enjeux marketing. C'est d'arriver à continuer à finalement garder ce client, à l'accompagner avant, à l'accompagner après, et à lui trouver une forme d'engagement dans la marque, dans le film, qui soit plus forte. Et du coup, se donner des capacités de monétisation de ce fandom qui soient plus importantes. Et si en réalité, je vous résume la question qui nous taraude aujourd'hui et qui doit tarauder, à mon avis, beaucoup d'exploitants, et si ce n'est pas le cas, ce le sera à l'avenir, c'est comment transformer nos spectateurs en fans de nos marques. Et je crois que pour toutes les marques, ce que vont changer ces nouveaux outils, ces nouvelles évolutions, c'est ça. Et l'une des opportunités qu'on a dans la culture, c'est que souvent nos IP sont d'abord composés, structurés par des fans. Et c'est vrai que pour beaucoup de créateurs, le rapport direct qu'ils peuvent avoir avec leurs fans immédiatement est absolument extraordinaire. Et ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont apporté ce rapport direct-là. Aujourd'hui, ce que va permettre le monde du Web3 et celui des métavers, c'est un rapport encore plus direct et surtout des capacités de monétisation qui sont beaucoup plus directes. Et pour, en tout cas, à mon sens, un but, c'est plus de liberté pour la création, plus de liberté aussi pour les fans et les consommateurs, et si possible au service de la création et de la créativité. Ouais, et je te rejoins, et sans doute un marketing aussi plus exigeant, parce qu'on parlait beaucoup du marketing de contenu dans le web 2.0, mais on pouvait encore compenser avec de la visibilité, de la bannière. Là, tu le disais, le consommateur est beaucoup plus acteur, plus que jamais, et donc la gamification, le storytelling dont on parlait tout à l'heure vont devoir être des qualités des équipes marketing pour défendre les contenus. Alors on parle de marque, on parle de liberté, on a parlé d'interopérabilité. Une question un peu piège pour toi, Julien, pardon, mais quand on parle justement de Metaverse, on a cette image, par exemple, dans Fortnite, où on voit un joueur avec un skin de Batman qui interagit avec un joueur avec un skin de, je sais pas, de Captain America. Hein. Donc le contexte, c'est deux grands IP owners qui, normalement, sont des univers parfaitement étanches. Donc ma question est la suivante. Est-ce que dans ta vision du Metaverse, Spirou pourra interagir avec, alors je ne sais pas qui est la distinguée compétition, avec Tintin ou un personnage de comics ou un personnage de manga? Je pense que Super Groom pourra mettre tout le monde d'accord. Qui est le nouvel avatar de Spirou. Oui, oui. Alors, il faut savoir que, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on travaille aussi, nous, on travaille sur Unreal, on produit nous-mêmes des contenus, donc on cherche bien à avoir cette autonomie qui nous permet de maîtriser aussi la création qu'on va mettre à disponibilité du public. Donc, charge à nous d'être suffisamment forts pour que nos IP soient demandés par les visiteurs de nos métavers, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un gros boulot à faire sur Spirou, mais bon, on en a plein d'autres qui, j'en suis sûr, arriveront à mettre d'accord Batman et Captain America. Si je peux compléter sur cette question-là, je pense que la réponse à cette question, c'est que c'est la décision des auteurs. Ce n'est pas la décision de nous autres qui faisons du business. C'est d'abord le droit d'auteur qui dit comment... Nous, par exemple, on représente la famille Chaplin depuis 17 ans sur ses droits cinéma. La famille Chaplin n'a jamais souhaité que le personnage de Chaplin sorte des films pour préserver l'original. C'est leur décision. On peut avoir un point de vue dessus, mais à la fin de la journée, ce n'est que leur décision en tant qu'ayant droit qui font et qui continuent à faire vivre ce que font les auteurs. Et ce n'est pas les fans qui décideront non plus. Ça, c'est un choix de chacun. On peut penser qu'à l'avenir, il est bon pour certains projets que les fans décident, et en même temps pour d'autres, penser que c'est pas aux fans de nous dire comment on voudrait réinventer un Picasso, par exemple. J'aimerais ajouter un petit peu une petite contribution absolument essentielle de respecter la volonté des auteurs, le droit moral. En même temps, ce qui se joue dans la création de ces communautés et du rapport avec les fans, c'est de leur donner les outils pour s'exprimer également. Il y a beaucoup de créativité dans les fanbases et souvent, c'est les premiers et les meilleurs experts de l'univers. Et ce qui est enthousiasmant avec le Metaverse, c'est la possibilité de co-construire de nouvelles histoires à l'intérieur des IP, à l'intérieur de ces univers préexistants qui vont nous surprendre et qui vont créer de la vie finalement et un intérêt pour revenir. Donc, se rendre compte qu'on perd un petit peu le contrôle également et qu'il faut savoir le partager avec les fans pour faire vivre ces univers.
Je partage totalement ce point de vue, mais je pense qu'aujourd'hui, surtout, et je pense que c'est le but de ce genre de rencontre, c'est d'abord que tous les gens qui s'intéressent à ces sujets puissent se parler, rencontrer des gens intéressants, se parler, qu'on puisse se parler entre nous, parce que ces sujets sont tellement nouveaux que parfois avoir une discussion intéressante n'est pas si évidente que ça. Et je pense que So far, so good. ce à quoi on va assister, c'est surtout toute une série de générations d'entreprises qui sont metaverse, crypto-natives, Web3 natives, et que celles-ci vont pas forcément être aussi intéressées qu'on le pense par les IP préexistantes. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver et que celles-ci vont peut-être s'intégrer aussi à des IP existantes. Mais ce qui est intéressant, c'est pas l'adaptation de ce qu'on a fait avant dans ce monde-là. Je crois que c'est surtout ce qu'on va arriver à créer spécifiquement pour ce nouveau médium qui va être le plus décisif. Après, pour ça, il va falloir créer des carrefours de trafic. Et pour créer des carrefours de trafic, il est indéniable que de pouvoir se référer à des choses qu'on connaît est plus intéressant. Alors, ça peut peut-être nous faire rebondir sur un dernier point où je ne résiste pas au fait de vous avoir tous les trois et de vous poser la question. Jonathan, tu en as un petit peu parlé et je pense que c'est un des sujets qui n'est pas peut-être un des moins tarte à la crème du Metaverse, mais qui, je pense, est quand même assez fondamental. C'est le sujet de l'esthétique du Metaverse. On a des univers qui sont cartoonisés un peu, on a des univers qui sont voxelisés, on a des univers qui sont plutôt photoréalistes, c'est plutôt l'angle de Stage 11. Encore une fois, c'est quoi votre angle sur le sujet? Est-ce que, alors après, Elisha a raison, on ne pense qu'à par rapport au modèle ancien, donc peut-être que l'esthétique du Metaverse, il est aussi à advenir comme le Metaverse lui-même. C'est quoi votre angle sur le sujet? Oui, il y a un point d'inflexion grâce au progrès technologique qui rend possible une liberté dans la manière dont on va raconter des histoires et incarner nos univers. Avant, on était condamné par les limitations en termes de puissance, en termes de capacité de rendu, à un certain style. Et ça commence maintenant et ça va s'accélérer dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. La question technologique de est-ce que j'arrive à faire des belles images ne se posera plus. Et il va y avoir il y a déjà une sorte d'alignement des technologies nécessaires à créer des images, par exemple dans les tournages de cinéma ou de séries, l'extension des décors en utilisant des technologies de 3D temps réel permettent de révolutionner la manière dont tu fais des productions. On a vu ça dans tout type de production. Et ce sont les mêmes techniques qui s'appliquent dans le métavers demain également. La clé, c'est de pouvoir offrir les outils aux créateurs pour raconter l'histoire qu'il veut créer. Que ça soit en cel shading, en voxel ou en photoréaliste, peu importe, à partir du moment où c'est authentique. Mais cette liberté, elle ne devient possible que maintenant. Et c'est ça qui est très excitant avec l'époque dans laquelle on est. Donc, sur l'esthétique, ce qu'on peut constater, par exemple, en tout cas dans notre secteur, c'est qu'aujourd'hui, Amazon, en tant que site internet et même Amazon Prime, est loin d'être ce qu'il y a de plus beau, mais c'est certainement ce qui marche le mieux. Donc la corrélation entre les deux ne va pas toujours de soi, par ailleurs. Cela étant, je pense que les questions intéressantes qui vont se poser dans le Metaverse, c'est finalement en partie les mêmes que celles qu'on se pose quand on crée des lieux de vie. Quand on crée un lieu de vie, on se pose la question des spectateurs. On se pose la question de là où ils rentrent, de là où ils sortent, de là où ils s'arrêtent, de là où ils ont une respiration, de ce qui fait que c'est agréable, de comment on se ressent dans l'espace. Donc on a toutes les références qu'on a dans le monde réel. Et je pense que toutes ces références-là sont en train d'être entièrement réinventées. Et à ce titre-là, les jeux vidéo nous en apprennent déjà beaucoup. Et en tant que représentant de l'industrie du cinéma, on m'a posé la question dans une conférence qu'on faisait il n'y a pas longtemps, quel serait l'art majeur de ce siècle? Je crois que pour moi, en réalité, il est évident que l'art majeur, c'est celui du jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est celui qui est à la fois le plus transversal, qui a cette capacité de storytelling et qui redevient aussi un art total qui peut intégrer à la fois le cinéma, la musique, la création digitale. Et l'importance que c'est en train de prendre et que ça a déjà prise est telle qu'on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, la prédominance de ces usages-là et de ce que ça a déjà créé vont avoir un impact pour les dizaines d'années à venir. Julien? Oui, pour nous qui gérons des marques, des créations, mais qui deviennent des marques et qui sont transgénérationnelles, qui ont des codes très forts, ce sera un défi pour trouver une cohérence. Et il faudra systématiquement se poser la question avec les ayants droit, les auteurs, qui font partie de la boucle, pour qu'ils se sentent à l'aise avec ce nouveau mode d'expression. Mais toute adaptation est une trahison.
Donc on a aussi l'habitude de jouer avec, et puis toute contrainte est une manière de retrouver de la créativité. Donc je vois ça plutôt positivement. Merci infiniment à tous les trois. Est-ce qu'on prend une question et demie pour le timing? Ah, monsieur, vous êtes en monopole, là. Et la première était bonne, donc ça va. Vous avez beaucoup insisté sur le droit d'auteur, mais est-ce que vous pensez que les sociétés d'auteurs actuelles sont prêtes et capables à légiférer? Je pense que c'est à elles de s'adapter. D'accord. Ok, merci infiniment. Vas-y, J'aimerais juste bien sûr. apporter un écho à l'intervention de Jean-Michel plus tôt aujourd'hui. Deux éléments clés. Le premier, c'est ne pas juste recloner les expériences actuelles, mais se rendre compte que finalement, ce sont les règles de l'espace et du temps qui ne s'appliquent plus dans le Metaverse et que donc, il faut réinventer la manière même de concevoir une expérience, plus nécessairement statique dans une salle. On peut voyager et on peut faire rêver. Et deuxième point clé, c'est la nécessité aussi d'avoir un impact dans le monde réel et qu'il n'y ait pas cette distinction entre monde physique et monde virtuel, et notamment les grandes questions sociales et environnementales dont devraient être au cœur des problématiques de développement du Metaverse. C'est clair. Alors, c'est pas une note de bas de page, hein. Simplement, Jean-Michel et Jonathan, on est bien d'accord que c'est absolument fondamental. On va aussi aborder ces sujets dans les prochaines conversations. C'est clair que je pense que ce serait un tout petit peu tarte d'imaginer le Metaverse comme une utopie, mais en revanche, c'est quelque chose qu'on construit nativement, et donc il y a tout un tas de sujets qu'on n'a pas extraordinairement bien adressés dans la vie réelle, les sujets de sustainability, les sujets de harcèlement, les sujets d'apaisement des interactions sociales, des sujets d'inclusivité, de diversité. Et je pense qu'une des opportunités de ces univers, c'est de les traiter nativement et donc de manière plus efficace. Merci infiniment à tous les trois.